Média en scène, 3e édition. Merci de nous suivre à la fois du côté des Échos et du côté de Radio France où nous nous trouvons actuellement. Ici, on parle de technologie, on parle de désinformation ce matin, de fake news, de fact-checking. Donc nous allons poursuivre avec une table ronde qui s'intitule « Ingérence étrangère, l'arme de la désinformation ». On va donc aborder l'aspect géopolitique de cette désinformation avec Jean-Baptiste Jean-Gène-Villemer, directeur de l'Institut de recherche stratégique de l'École de guerre, secrétaire de la Fondation Descartes, que j'accueille tout de suite avec ses invités. C'est à vous. Merci, bonjour à toutes et tous. Je suis donc Jean-Baptiste Jean-Gène-Villemer, directeur de l'IRSEM, qui est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et non de l'école de guerre, mais c'est une confusion qui est assez courante, et membre du conseil d'administration de la Fondation Descartes, qui est une nouvelle fondation à l'initiative de cette table ronde et qui s'intéresse à toutes les problématiques liées à l'information et donc aussi à la désinformation. Ce que nous avons appelé dans un rapport interministériel de 2018 les manipulations de l'information, c'est l'expression que nous privilégions. Et c'est donc de cela dont nous allons parler aujourd'hui avec nos invités dans une dimension géopolitique ou de relations internationales. J'ai donc le plaisir d'accueillir à ma droite Frédéric Douzet. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, vous êtes professeur des géopolitiques à l'Université Paris 8. Vous êtes directrice d'IFG Lab et du Centre de recherche géopolitique de la datasphère Géode. Vous êtes une spécialiste des États-Unis et aussi membre du conseil scientifique de la Fondation Descartes. J'ai également le plaisir à ma gauche d'accueillir Paul Charon. Bonjour Paul. Bonjour. Paul, vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de la Chine et directeur du domaine renseignement, anticipation et menaces hybrides à l'IRSEM. Nous avons donc le plaisir de travailler ensemble. Et donc ensemble, nous allons parler des manipulations de l'information et plus précisément, nous allons parler de leur utilisation par les États à des fins d'ingérence. Mais alors, il faut immédiatement, et pour commencer, définir les termes, parce qu'il y a de nombreuses pratiques de diplomatie publique, voire de propagande, qui relèvent de ce qu'on appelle l'influence et non de l'ingérence. L'influence étant généralement considérée comme étant acceptable, alors que l'ingérence est considérée comme étant inacceptable. Donc comment distinguer les deux, où placer la limite, sachant que la frontière en réalité est tout à fait poreuse. On peut procéder par les moyens, c'est-à-dire qu'on peut partir du principe que l'influence utilise des moyens qui sont ouverts, qui sont assumés, comme des comptes officiels sur des plateformes numériques, des réseaux sociaux, des comptes d'ambassades, de ministères, des campagnes de presse, etc. Et ces campagnes peuvent être très agressives. On l'a vu récemment avec ce qu'on appelle la diplomatie chinoise du loup combattant, par exemple, mais elles n'avancent pas masquées, sans jeu de mots, elles s'assument. Tandis qu'au contraire, l'ingérence se cache. L'ingérence utilise des moyens clandestins. Les États peuvent ainsi passer par des proxys non étatiques, ça peut être des sociétés privées, ça peut être des individus, pour effacer leurs traces, ils passent par des intermédiaires. Ils peuvent aussi se dissimuler derrière de fausses identités, notamment de faux comptes sur les réseaux sociaux, par exemple. Cette distinction entre influence et ingérence étant posée, pour lancer la discussion, on peut partir de l'actualité. L'actualité est liée naturellement à l'élection américaine. Donc on va commencer avec vous, Frédéric Douzet. Les années précédentes, on a beaucoup parlé de ce qu'on a appelé l'affaire russe aux États-Unis, donc l'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine de 2016. Mais curieusement, peut-être, ou pas, vous allez nous le dire, cette année, dans la campagne présidentielle de 2020, il n'y a pas eu d'affaires similaires ou de controverses de ce type. Donc, ne s'est-il rien passé sur le plan des ingérences étrangères dans la campagne 2020 ? Et si oui, comment expliquez-vous la différence avec la campagne 2016 ? Alors, la campagne de 2016 a été un vrai choc pour l'administration américaine. Ça a été une vraie surprise stratégique, puisque visiblement, il n'était pas préparé à une menace de type informationnel. Tout le champ de la cybersécurité était très focalisé sur des menaces d'ordre technique. Or là, pour la première fois, on a eu une opération qui mêlait une attaque cyber-technique avec le piratage des emails du Parti démocrate et leur publication en ligne dans un but d'opération informationnelle. Donc ça a pris complètement l'administration par surprise. Et à cette époque-là, la crainte absolue de l'administration était que le doute que jetait cette opération sur l'intégrité du processus électoral puisse induire un doute sur les résultats, sur l'intégrité et la sincérité du scrutin. En 2020, ce doute
est arrivé de la Maison-Blanche directement. Entre-temps, l'administration, tirant les leçons de ce qui s'était passé en 2016, s'était assurée, notamment grâce à l'agence CISA de cybersécurité du département de la sécurité intérieure, que les machines à voter seraient plus sûres, que les processus électoraux seraient très, très clairement compris, que les élections, globalement, que tout le processus serait nettement plus sûr. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en raison de la pandémie, les modalités électorales ont changé dans énormément d'États. On a renforcé le vote par correspondance et dès le début de la campagne, le président Donald Trump a expliqué qu'il y allait avoir des fraudes massives, que le vote par correspondance n'était pas sûr, qu'il y avait des tas de possibilités de truquer le vote et que de toute façon, la seule manière dont il pouvait perdre, c'était si le vote était truqué. Donc on a toute une campagne de désinformation sur le vote qui est partie directement de la Maison-Blanche et qui a d'emblée jeté le doute sur l'intégrité du processus électoral. Comme il a démarré très, très tôt, en fait, on a eu tout un tas d'experts, mais aussi d'administrateurs des élections, qui se sont mis en ordre de marche pour bien expliquer ce qui pouvait arriver et expliquer que les délais dans le compte des voix allaient être normaux, etc. Donc ça a renforcé toute la communication de la Maison-Blanche. Et on se rend compte à la fin que ces élections ont sans doute été les plus sûres de toute l'histoire des États-Unis. C'est le directeur en charge de la sécurité du processus électoral qui le dit lui-même et il a fait un effort très important pour sécuriser le processus électoral, y compris monter un site qui sert à repérer les fausses rumeurs et à expliquer en quoi elles sont fausses. Et ce directeur, il y a 2 jours, a été limogé par Donald Trump pour avoir osé s'opposer à lui. Donc ça pose un vrai problème qui est l'un des meilleurs leviers de la désinformation, c'est que ça crée une vulnérabilité qui, a priori, selon ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, et c'est aussi le directeur du FBI qui le dit, n'a pas servi à mener une opération d'ingérence étrangère, mais c'est une faille qui peut être exploitée à des fins de désinformation ou encore mieux à des fins d'influence, puisque là, le travail finalement de SAP, de la confiance des électeurs dans le processus électoral, a été fait en interne, et il a juste, si une puissance étrangère veut finalement l'aggraver, il n'a juste qu'à amplifier les discours qui circulent déjà. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on constate la plupart du temps, c'est-à-dire que dans la plupart des campagnes de désinformation qui relèvent de l'ingérence, qu'elle soit électorale ou pas, ce n'est pas la puissance étrangère qui est à l'origine des histoires, c'est elle qui va en revanche souffler sur les braises, qui va amplifier des histoires qui peuvent être d'origine intérieure. Et une des difficultés pour les services des États qui sont chargés de lutter contre ces phénomènes est d'arriver à savoir s'il s'agit d'un phénomène exogène ou endogène, et parce que la réponse n'est pas forcément la même, et s'il s'appuie sur des relais locaux, et donc il y a toute une ambiguïté dont jouent les attaquants extérieurs. Donc dans le cas américain, c'est pas parce que la campagne de désinformation est d'abord venue de l'intérieur qu'elle n'a pas pu être également, donc c'est pas exclusif, qu'elle n'a pas pu être également amplifiée par l'extérieur. Donc est-ce que vous diriez qu'on n'a vraiment rien vu venant de l'extérieur, même à titre d'amplification et non pas d'initiation d'une campagne ? Alors, rien vu. On n'a pas d'opération qui ait été qualifiée par le gouvernement d'ingérence étrangère dans la campagne. Après, on a vu évidemment des contenus circuler qui ont été produits par des agences étrangères, qui ont été produits par des acteurs, qui ont été amplifiés et qui ont été amplifiés aussi par des réseaux conspirationnistes, par des sites indépendants. Donc évidemment, on a constaté des choses qui circulaient, mais qui n'ont pas atteint le seuil de ce qu'on va qualifier une opération d'ingérence étrangère, alors qu'en revanche, en 2016, la Maison-Blanche a qualifié l'opération d'ingérence étrangère en mobilisant le droit international. Mais ce qu'on voit, c'est que donc ça repose sur l'exploitation de vulnérabilité, et les opérations reposent aussi
Parfois, on a de la fabrication d'un discours, donc pas juste de la reprise de discours qui circulent, mais qui exploite d'autres types de failles, et notamment tout ce qui touche à la cohésion nationale, et en l'occurrence sur les États-Unis, les failles qui étaient très importantes en 2016 et qui se sont encore aggravées en 2020, c'est la polarisation politique extrême, c'est le ressentiment contre l'establishment qui nourrissent finalement des théories conspirationnistes sur l'État profond contre lequel se bat Donald Trump. Alors, dans la plupart des cas d'ingérence, en particulier les cas d'ingérence électorale ou plus largement dans les processus démocratiques, puisqu'il peut s'agir de référendums, aux États-Unis en 2016, mais aussi au Royaume-Uni la même année, en Ukraine en 2014, en France en 2017, c'était généralement la Russie qui était accusée. Néanmoins, la Chine, plus récemment, et sur le cas particulier de Taïwan, a fait la démonstration qu'elle était capable, elle aussi, de faire des ingérences électorales relativement sophistiquées dans le cas des élections municipales de 2018 et des élections présidentielles et législatives de 2020. Et donc je me tourne vers Paul pour savoir si la Chine a pratiqué ces ingérences électorales sous une forme ou une autre en dehors de sa région et du cas de Taïwan, et si par exemple dans le cas américain dont on vient de parler, il y a eu une tentative chinoise de faire quelque chose. Oui, alors on n'a rien observé de la part des Chinois qui serait l'équivalent de ce que les Russes ont pu faire en 2016 ou de ce que les Chinois ont pu faire lors de l'élection, lors de la campagne électorale à Taïwan en début d'année. En revanche, on a identifié des opérations qui mettent bien justement, qui soulignent bien la porosité qui était évoquée dans l'introduction entre les opérations d'influence et d'ingérence. Au mois de septembre 2018, la Chine, le Parti communiste chinois, a fait paraître un supplément de son journal, le China Daily, qu'elle appelle China Watch, un supplément de 4 pages, dans un quotidien de l'Iowa, le principal quotidien de l'Iowa, qui s'appelle le Des Moines Register. Dans le cadre du différend commercial qui opposait à l'époque déjà les États-Unis à la Chine. Et ce supplément de 4 pages mettait l'accent sur les conséquences pour les agriculteurs de l'Iowa des décisions prises par Donald Trump et de ce conflit commercial qu'il avait initié avec les Chinois. Et le supplément de 4 pages mettait également l'accent sur les liens très forts entre Xi Jinping et la Chine d'une manière générale et l'Iowa. Il faut dire que Xi Jinping avait a tissé des liens avec l'Iowa dès les années 80, lorsqu'il était un cadre du Hebei. Le Hebei est d'ailleurs aujourd'hui la province qui a le plus de liens avec l'Iowa. La Shijiazhuang, donc la capitale de la province, si vous voulez, est jumelée avec Des Moines, et il y a des liens très importants, des échanges aussi de compétences en matière agricole. Et l'intérêt pour les Chinois d'utiliser ce type de procédé, c'est d'une part, bien sûr, d'essayer d'influencer les électeurs. L'Iowa, c'est un bastion républicain. Ils ont voté massivement en 2016 pour Donald Trump. Donc il s'agissait à la fois de montrer à Donald Trump qu'il pouvait agir sur son électorat potentiel. Et l'objectif, c'était bien sûr de convaincre ces agriculteurs que la politique de Donald Trump mènerait au désastre pour eux, chiffrant les conséquences à plus de 2 milliards de pertes pour les agriculteurs de l'Iowa. Mais alors, on va quitter, parce qu'il ne faut pas qu'on passe trop de temps non plus sur le cas particulier de l'élection américaine, et toutes les ingérences ne sont pas électorales, donc on va quitter le contexte de l'élection en particulier, mais on va rester avec la Chine et donc avec vous, Paul, pour parler d'un cas de manipulation de l'information plus clair et plus connu. En tout cas, c'est ce qu'ont fait les Chinois à plusieurs reprises, puisqu'il y a eu plusieurs opérations pendant la pandémie pour se défendre lorsqu'ils étaient mis en cause, mais aussi pour faire croire, en particulier, et c'était une de ces opérations sans doute la plus emblématique, que l'origine du virus n'était pas en Chine, mais aux États-Unis. Donc, est-ce que vous, dans une sorte de renversement du stigmate, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce qu'ils ont procédé ? Oui, alors c'est effectivement un exemple, un cas de manipulation de l'information
particulièrement ou relativement sophistiqués, disons, et qui montrent en même temps que la Chine commence à s'inspirer de ce que les Russes font, ou plutôt même de ce que les Soviétiques faisaient dans les années 70 et 80. Bien sûr, les Chinois s'inspirent beaucoup de toutes ces manipulations de l'information sur les réseaux sociaux, en utilisant des faux comptes sur Twitter, Facebook, etc. Mais ils ont aussi adopté, alors du répertoire d'actions sans doute soviétique plus que russe, des méthodes beaucoup plus artisanales d'accusation ou de renversement du stigmate, en effet. Et dans le cadre de la Covid, où ils ont essayé de faire passer l'idée, ils ont poussé ce récit que c'est les États-Unis qui auraient fabriqué le SARS-CoV-2, donc le virus à l'origine de la Covid-19. Et ils ont utilisé un événement très simple. Ils ont dit que c'était pendant les Jeux mondiaux militaires qui avaient lieu à Wuhan au mois d'octobre que le virus avait été, que les Américains avaient infecté la population chinoise. Et ce récit, il part en fait de l'évocation par l'un des porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, qui dit dans un de ses tweets, en fait, il y a des spécialistes, des experts américains qui disent que le virus aurait pu être fabriqué à Fort Detrick par l'armée américaine et non pas, et ne serait donc pas d'origine animale en Chine. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça renvoie à une opération que les Soviétiques avaient menée en 1983, enfin qu'ils ont entamée en 1983. Et qu'il faudrait résumer de manière assez succincte. Oui. Alors c'est une opération qu'on appelle Infection, et qui a consisté d'abord en diffusant un article anonyme, enfin une lettre anonyme dans un journal indien qui accusait l'armée américaine et la base de Fort Detrick d'avoir fabriqué le virus du sida pour décimer les populations gays et afro-américaines. Et en fait, ce récit, cette fausse information fabriquée par le KGB, par le service A du KGB, s'est diffusée progressivement, notamment à l'aide de scientifiques de RDA qui ont donné un crédit scientifique, justement, une légitimité à cette théorie, et elle a pu se diffuser par différents canaux un peu partout dans le monde. Les Chinois se sont inspirés de cette opération Infection et ont créé un agent virtuel, un certain Larry Romanoff, qui a publié une centaine d'articles en 8 mois sur Internet, articles qui tous accusent les États-Unis, alors à propos de différents sujets, mais notamment sur cette question de la Covid et la fabrication du virus à Fort Detrick. Il utilise différents ressorts, des propos d'un virologue taïwanais, mais très proche en fait du Kuomintang, donc du Parti communiste chinois, un article japonais d'un quotidien japonais qui en fait n'existe pas, des choses comme ça. Et ce Larry Romanoff, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait lui-même n'existe pas. C'est un agent virtuel qui a été créé par la Chine et qui diffuse ces récits pour essayer de convaincre l'opinion publique qu'en fait le virus a été fabriqué par l'armée américaine. Merci Paul. Alors restons justement sur la création d'agents virtuels. Je me tourne vers Frédéric cette fois pour parler de la création de fausses personnalités, et notamment un cas intéressant qui a été mis en évidence par un cabinet new-yorkais qui s'appelle Graphica, mais où travaille une Française bien connue sur ces sujets, qui est Camille François, qui est l'une des meilleures spécialistes au monde sur l'analyse de la désinformation, de ces discours et leur exposition dans des rapports, et ce qu'ils ont appelé Spamouflage ou Spamouflage Dragon, et qui est la mise en évidence d'un réseau pro-chinois qui passe par des comptes notamment YouTube, Twitter et Facebook, et certains de ces réseaux qui ont été utilisés à 3 reprises dans 3 opérations distinctes, d'abord contre les manifestants à Hong Kong, ensuite pendant la pandémie pour défendre la Chine, et puis finalement plus récemment pour attaquer les Américains, ce qui a donné lieu à 3 rapports de Graphica distincts. Et dans le dernier rapport, il montre un phénomène intéressant qui est que certains de ces comptes utilisent comme image de profil, et donc ce sont des faux comptes,
parce que certains des comptes sont des vrais comptes qui ont été volés, qui ont été piratés, récupérés, mais d'autres comptes ont été créés, sont des faux comptes, et ils utilisent des images de profil qui ont été générées par intelligence artificielle, et ce qui les rend et qui sont néanmoins très réalistes en utilisant un procédé particulier. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler des dangers que présente l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment pour créer non seulement de faux contenus, parce qu'il y a aussi l'hypothèse que l'IA puisse être utilisée pour créer des récits, des discours, pour aller plus vite aussi, et qui sont crédibles et réalistes, mais aussi pour contribuer à créer de fausses personnalités. En quoi est-ce que c'est un danger qui pourrait finalement nous conduire à un moment, parce que si c'est extrêmement réaliste, à douter de tout et à n'avoir pas du tout les moyens de découvrir le vrai du faux, ou de le faire 6 mois après avec des rapports de 50 pages que peu de gens liront, et donc avec un impact sur la population qui peut être majeur et qui peut être critique, surtout à certaines périodes clés comme des élections. L'intelligence artificielle peut servir à 2 choses en particulier. D'abord, c'est un démultiplicateur de force, comme vous venez de l'expliquer, puisque ça permet de créer artificiellement, mais aussi rapidement et de manière automatique, énormément de profils, de faux profils d'un coup, potentiellement générer des discours, donc arriver à accélérer finalement un processus et à donner l'impression, en fait à produire un effet bien supérieur à ce qu'on pourrait produire en utilisant des êtres humains pour faire la même chose. Donc ça démultiplie finalement la puissance d'action de l'acteur qui va s'en servir. Mais ça sert aussi et surtout à pouvoir mieux imiter le comportement humain. D'une part, en ayant des capacités d'analyse du comportement humain, en créant des simulations et en anticipant des réactions, mais aussi en réussissant à se faire mieux passer pour des êtres humains. Et ça, on l'observe à la fois dans la création des profils, où il devient plus difficile de détecter ce qui est un vrai profil d'un faux profil, mais on le voit aussi d'un point de vue très technique, où finalement, quand on cherche à lancer plein de comptes comme ça, on va peut-être associer parfois des fermes à outils, c'est-à-dire qu'on va avoir des collections de téléphones portables, comme ça chacun a sa propre adresse Internet, ce qui permet d'avoir des adresses Internet solides et de masquer le fait qu'en fait on a un réseau d'ordinateurs infectés qui peuvent tous en même temps produire un effet, générer du contenu ou faire une requête sur un site. Donc on a cette utilité qui est d'imiter le comportement humain pour des actions qui sont automatisées. Un deuxième danger qui me semble intéressant, c'est dans le contenu même, où on arrive à créer des faux contenus qui deviennent de plus en plus difficiles à analyser comme étant des faux contenus. Donc distinguer le vrai du faux devient extrêmement compliqué. Et donc ça contribue à tout l'objectif finalement d'une partie, en tout cas des acteurs qui pratiquent la désinformation, qui est de brouiller les pistes, de créer de l'ambiguïté, de saper la notion de vérité objective et d'entretenir finalement cette espèce de zone grise qui peut avoir des effets déstabilisateurs et qui sont un terreau extrêmement propice pour les théories conspirationnistes. Et dans les deepfakes récents, on en a eu un qui a été produit par Russia Today, la chaîne, dans un exercice d'autodérision où elle proposait de recruter Donald Trump suite à sa défaite comme commentateur politique, en plaisantant sur le deepfake, make news, fake news, pour arriver à montrer finalement que, oui, on pouvait produire des deepfakes et la vidéo elle-même est extrêmement troublante. Alors toutes les ingérences étrangères ne passent pas par des procédés techniques extrêmement sophistiqués. Là, on vient de parler de l'usage de l'intelligence artificielle. Ça arrive dans certains cas, ça arrive de plus en plus. Il faut s'attendre à cette évolution également. Mais la plupart des cas reposent sur des procédés très rustiques. Et le plus rustique d'entre eux, c'est simplement l'humain. C'est-à-dire que l'ingérence étrangère passe d'abord et avant tout par des relais locaux qui sont soit des individus, ce qu'on peut appeler des idiots utiles, soit
soit des groupes d'individus. Ça peut être des compagnies privées, des médias qui ont été rachetés ou qui sont influencés d'une manière ou d'une autre, des think tanks, des universitaires également, des chercheurs. Et donc, peut-être on peut commencer avec vous, Paul, mais j'aimerais poser la question à vous deux pour avoir un exemple peut-être à la fois qui relève de la Chine et un autre des États-Unis. Mais est-ce qu'on aurait des exemples assez concrets d'usage de relais humains pour servir dans les ingérences étrangères? Oui, alors je dirais qu'on a l'embarras du choix. Du côté des Chinois, c'est un instrument qui est très largement utilisé, et soit via des individus, bien évidemment, d'anciens hommes politiques, des intellectuels, mais aussi des organismes, et parmi ces organismes, notamment des think tanks ou des fondations. Et par exemple, l'un des relais utilisés par le Parti communiste chinois en Europe et aux États-Unis, c'est l'Institut Schiller. Donc, l'Institut Schiller est bien connu. Il a été fondé par Helga Zepp-Larouche, qui est l'épouse de Lyndon LaRouche. Il est connu pour ses prises de position assez radicales, dirons-nous, qui prônent donc la fin du système international tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il prône un nouvel ordre mondial, la fin de l'OTAN, du système financier international, etc. Et dans les années... L'Institut Schiller avait aussi... a prôné aussi la mise en place de projets destinés à accroître la connectivité. Et c'est sur ce sujet qu'ils se sont trouvés avec les Chinois après le lancement du projet de Xi Jinping des routes de la soie, les nouvelles routes de la soie. Et l'Institut Schiller est devenu un institut, un organisme, un relais qui diffuse les récits élaborés par le Parti communiste, récits que vous connaissez, cette idée que les projets chinois sont des projets gagnant-gagnant, que la Chine est une puissance pacifique, la fameuse émergence pacifique de la Chine, la bienveillance dont elle ferait preuve à l'égard des autres acteurs dans le monde. Et l'Institut Schiller diffuse tous ces récits et, notamment sur les réseaux sociaux, défend les positions de la Chine face à ses adversaires, les impérialistes britanniques qui essayent de maintenir leur influence à Hong Kong, les intellectuels critiques qui sont en fait des intellectuels vendus au service de renseignements étrangers, etc. Et l'intérêt pour la Chine, en utilisant ce type de relais, c'est d'une part de faire caisse de résonance, d'accroître ses capacités de diffusion dans des pays où elle n'est pas forcément bien installée, et bien évidemment d'acquérir une forme de légitimité que ces instituts peuvent lui offrir. Frédéric, et ce sera le mot de la fin. Je crois que il y a aussi un autre phénomène qu'on observe au-delà de ces relais d'influence qui finalement ne sont pas très nouveaux. C'est juste le prolongement en ligne d'opérations d'influence qui ont toujours existé de la part de tous les États. Mais ce qu'on observe aussi, c'est des relais de contenu produits par des agences étrangères, des agences légitimes, par des acteurs dans différents contextes qui se les approprient parce que ces contenus-là vont entrer en résonance avec leurs propres préoccupations, leurs propres représentations et servir leurs propres intérêts. Et je pense que l'analyse de ces discours qui sont relayés par certaines communautés, par certains acteurs dans certains contextes, ou par exemple en Afrique, est extrêmement importante parce qu'elle permet de comprendre où sont nos points de vulnérabilité. Ça nous intéresse particulièrement concernant l'opération Barkhane, qui est elle-même soumise à une campagne de désinformation importante depuis environ 1 an. Merci à tous les deux. Merci Paul, merci. Frédéric, merci à Média en scène. Merci à tous de votre attention. Au revoir. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci, c'était absolument passionnant. On va rester sur cette thématique de la désinformation et surtout du fact-checking dans un instant. On marque une petite pause juste avant. C'est la suite de Média en scène.